Et si derrière les discours alarmistes qui inondent à côté nos écrans et nos journaux, la véritable angoisse de l'Occident n'était pas tant celle d'un chaos africain incontrôlable, mais bien la peur profonde de la résurgence d'une compétence redoutable, d'une habileté longtemps étouffée par des décennies de domination et de paternalisme. Depuis toujours, on martèle cette idée: l'Afrique, sans la bienveillante tutelle occidentale, serait vouée à l'échec, à l'anarchie, voire à la disparition. Cette croyance, distillée par les médias, la diplomatie, les institutions éducatives et même les récits cinématographiques, s'est incrustée dans les esprits comme une vérité gravée dans le marbre. Cette idée s'est transmise de génération en génération, tant à Paris qu'à Washington, à Ottawa ou à Berlin. Mais si ce récit n'était en réalité qu'un écran de fumée savamment entretenu pour masquer d'autres enjeux, bien plus cruciaux pour les puissances souhaitant qui dominent l'ordre mondial. Prenons un exemple concret, celui du Burkina Faso. Lorsque ce pays, au cœur du Sahel, a exigé le départ des soldats étrangers, la prophétie de l'effondrement semblait inévitable. Les éditoriaux occidentaux, les rapports diplomatiques, les analyses géopolitiques convergeaient. Sans soutien militaire, le pays sombrerait dans la violence et l'instabilité. Pourtant, à la stupeur des observateurs extérieurs, le Burkina Faso ne s'est pas effondré. Au contraire, il se relève peu à peu, reconstruit son armée, reprend la main sur ses mines d'or, affirme une souveraineté inédite que beaucoup pensaient impossible il y a encore quelques années. Au lieu de s'enfoncer dans le chaos, le Burkina Faso devient le symbole d'une renaissance populaire et d'une volonté farouche d'autodétermination. Cette dynamique que beaucoup n'osent pas nommer dans les couloirs feutrés des ambassades occidentales fait trembler les chancelleries de Paris, de Washington, de Bruxelles, mais aussi de Berlin ou de Londres. Car ce qui effraie véritablement ces capitales, ce n'est pas la perspective d'un chaos africain, mais l'émergence d'un nouvel ordre pensé et construit par les Africains eux-mêmes. La panique ne naît pas du désordre, mais bien de la réussite inattendue d'un pays que l'on croyait condamné à la tutelle perpétuelle. Ce phénomène n'est pas isolé. Il marque le début d'un basculement bien plus large. L'éviction des puissances étrangères bouleverse les équilibres monétaires mondiaux. Lorsque le Burkina Faso reprend la main sur ses ressources, notamment l'or, il menace de fait la suprématie des devises occidentales. Si ce petit pays, autrefois relégué à la périphérie des enjeux mondiaux, peut réussir, alors c'est tout l'ordre hérité du XXe siècle qui vacille. L'histoire regorge d'exemples similaires. Souvenons-nous de la décolonisation de l'Inde, qui, contre toutes les attentes britanniques, a su affirmer sa place dans le concert des nations. Ce genre de précédent fait toujours trembler les empires installés. Voilà la véritable crainte des élites occidentales, que l'exemple burkinabé devienne contagieux, que d'autres peuples d'Afrique ou d'ailleurs s'inspirent de ce sursaut d'émancipation. Ignorer ce mouvement, c'est risquer de passer à côté d'un bouleversement mondial déjà enclenché, capable de redéfinir la valeur de l'argent, la stabilité des marchés et même notre idée de la souveraineté. C'est aussi ignorer la leçon que l'histoire nous enseigne. Chaque fois qu'un peuple a repris la main sur son destin, les équilibres géopolitiques ont été bouleversés durablement, comme ce fut le cas lors des indépendances en Amérique latine au XIXe siècle. Mais pourquoi, au fond, ce basculement silencieux effraie-t-il tant Paris, Washington et Bruxelles? Pour le comprendre, il faut revenir à la genèse du mythe de la dépendance africaine. Car derrière chaque mythe se cache un projet politique, patiemment construit, souvent au fil de plusieurs décennies, parfois même de siècles. Et si nous remontions à la source de cette fiction si tenace, pour mieux en décortiquer les rouages? Ce que racontent les médias occidentaux au sujet du Burkina Faso n'a que peu à voir avec la réalité quotidienne vécue par les Burkinabés. Pour saisir ce qui se joue aujourd'hui dans ce pays, il faut comprendre la profonde dissonance entre le récit dominant et la vie ordinaire. Pendant plus de 30 années, diplomates et journalistes d'Europe et d'Amérique ont présenté le Burkina Faso comme un îlot de stabilité, un modèle de coopération exemplaire. Selon eux, cette stabilité reposait sur la présence de bases militaires étrangères et l'expertise de leurs envoyés. Cette coopération était vantée dans tous les salons feutrés de la diplomatie, lors de dîners officiels, dans les rapports remis aux chefs d'État occidentaux. Mais cette façade masquait une autre vérité, celle que raconte Boucherie, commerçant à Ouagadougou, âgé de 58 ans. Il se souvient de ces années où ses enfants s'endormaient là, le ventre vide, alors que des soldats étrangers patrouillaient les rues. Nous étions stables, oui, mais stables dans la misère, stables dans la peur, stables dans le silence, confie-t-il. La voix de Boucherie n'a jamais percé le mur des chaînes internationales. Comme beaucoup, il a vu comment la pauvreté et l'insécurité persistaient loin des regards occidentaux, malgré les discours rassurants et les promesses d'aide.
Dans les ambassades, on célébrait la coopération, mais pour ceux qui vivaient la réalité, la présence étrangère n'a jamais apporté ni prospérité ni sécurité. Le sentiment d'être surveillé, mais jamais entendu, s'est enraciné au fil des ans, à l'image de ce qui s'est passé en Algérie durant les années 50, où la présence militaire étrangère n'a jamais empêché la misère du peuple. Tout a changé lorsque le gouvernement burkinabé a décidé d'expulser les ambassadeurs et de fermer les bases militaires étrangères. En quelques semaines, l'alarmisme s'est emparé des médias occidentaux. On parlait d'effondrement, de chaos, de menaces terroristes incontrôlées. Soudain, la pauvreté, longtemps minimisée, devenait le centre de toutes les attentions. Cette volte-face n'est pas anodine. Elle révèle une crainte profonde, celle de voir l'ordre international ébranlé par une Afrique qui affirme sa souveraineté. Les chancelleries occidentales continuent à présenter leur supervision comme indispensable, comme si le continent africain était condamné à l'assistance perpétuelle. Cette vision, héritée du colonialisme, refuse d'admettre que les sociétés africaines puissent choisir leur propre voie, même si elle est semée d'embûches. Il suffit de relire les rapports de la Banque mondiale des années 80 qui insistaient sur la nécessité de la bonne gouvernance importée pour comprendre combien cette mentalité est enracinée. Refuser d'écouter les voix locales, c'est perpétuer une vision déformée et nier à des millions de personnes le droit de forger leur histoire. C'est juger le Burkina Faso non pas sur ses efforts et ses choix, mais à l'aune des intérêts étrangers. De la même manière, dans les années 60, de nombreux pays asiatiques ont dû lutter contre les récits paternalistes pour imposer leur propre modèle de développement, à l'image de la Corée du Sud qui, contre tous les pronostics, est devenue un géant industriel. Alors pourquoi cette nouvelle indépendance burkinabé effraie-t-elle autant les grandes puissances ? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette agitation diplomatique et médiatique au plus haut niveau de la scène mondiale ? Pour comprendre cette peur, il faut regarder au-delà des discours officiels et décrypter ce que signifie vraiment la reprise en main burkinabé. Car ce qui se joue ici dépasse largement les frontières du pays. Derrière le discours sécuritaire martelé chaque jour, une autre vérité émerge. Au Burkina Faso, la véritable guerre se joue pour l'or, la richesse, le pouvoir sur l'économie locale. Depuis l'indépendance, le sous-sol burkinabé, regorgeant d'or, a été systématiquement exploité par des multinationales étrangères. Pour chaque gramme tiré de la terre, ce sont des devises qui filent vers Londres, Toronto ou Paris, tandis que les villages alentours restent privés d'eau potable et d'électricité. Les routes flambant neuves pointent vers les mines, mais rarement vers l'école ou l'hôpital. Plus de 60 années durant, le même schéma s'est imposé. Le Burkina Faso extrait, l'Occident récolte. Cette dynamique rappelle étrangement celle de la Bolivie du XIXe siècle, où le lithium et l'argent étaient extraits à profusion, mais dont le peuple ne voyait jamais la couleur des profits. Mais aujourd'hui, les règles changent. Avec l'arrivée d'une nouvelle gouvernance, une exigence radicale s'impose. Il faut réécrire les codes miniers, reprendre la main sur les gisements, nationaliser les ressources pour que l'or profite enfin à ceux qui vivent sur cette terre. Ce choix n'est pas anodin. Il bouleverse un équilibre soigneusement entretenu. Car Ouagadougou exige la fin d'un système qui offre aux pays occidentaux un accès privilégié et à bas prix aux matières premières africaines. Souvenons-nous des nationalisations des années 70 en Algérie ou au Venezuela. Chaque fois, la réaction internationale a été immédiate et brutale, preuve que le contrôle des ressources est bien au cœur des relations internationales. Derrière le récit officiel de la guerre contre la terreur, c'est un affrontement économique d'une ampleur inédite qui se profile. Wall Street et la Banque centrale européenne craignent de perdre le contrôle sur un métal stratégique, essentiel à la stabilité du dollar comme de l'euro. Quand le Burkina Faso, épaulé par ses voisins, remet en cause le franc CFA ou propose de vendre son or en dehors des circuits imposés, la réaction occidentale est immédiate. Cela n'a plus rien d'une simple crise locale, c'est une menace directe contre un pilier du modèle économique mondial. On se souvient du choc ressenti lorsque la Libye, sous Kadhafi, avait proposé la création d'un dinar or africain. L'idée avait suffi à déclencher une vague d'inquiétude sur tous les marchés internationaux. Ce bras de fer dépasse largement les frontières du pays. Un Burkina Faso vraiment souverain sonne comme un signal d'alarme pour toute l'Afrique francophone, et bien au-delà. Si un pays réussit à reprendre la main sur ses mines, à dicter ses propres règles et à gérer ses richesses, pourquoi pas les autres ?
La stabilité des marchés occidentaux vacille à mesure que l'idée d'une émancipation collective prend corps. Ce possible effet domino a déjà été observé dans d'autres contextes. La vague des indépendances sud-américaines au XIXe siècle s'est propagée de Caracas à Buenos Aires en moins d'une génération. Pour les grandes places financières, chaque once d'or qui échappe à leur surveillance est une alerte. La nationalisation des ressources pourrait se propager. Si la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine et les multinationales perdent leur accès privilégié, ce sont leurs devises, leurs marchés et leur influence qui se retrouvent ébranlés. Voilà pourquoi chaque geste d'indépendance venu de Ouagadougou fait trembler les capitales occidentales. Il incarne la possibilité d'un monde où l'Afrique impose ses propres règles. L'histoire montre que pareille remise en cause ne se fait jamais sans résistance. La crise du pétrole des années 70, déclenchée par l'OPEP, a suffi à bouleverser l'économie mondiale en quelques mois seulement. Mais posséder des richesses ne suffit pas pour garantir la prospérité et la stabilité. Récupérer l'or n'a de sens que si la sécurité est assurée par et pour le peuple. La vraie souveraineté, c'est la capacité de protéger ses acquis et de bâtir une économie au service de la majorité. Cela signifie investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures, mais aussi dans la formation d'une armée nationale solide et professionnelle. C'est ce que fit la Norvège lorsqu'elle décida, dans les années 60, de contrôler ses propres ressources pétrolières pour financer son État-providence, un exemple que beaucoup de pays africains regardent aujourd'hui avec intérêt. Pourtant, la route vers l'autonomie totale est semée d'embûches. Les pressions extérieures s'intensifient, les tentatives de déstabilisation se multipliant, et chaque victoire burkinabé devient un test pour l'ordre mondial établi. L'histoire récente montre que de nombreux pays ayant tenté de s'affranchir du joug économique extérieur ont dû faire face à des sanctions, à des campagnes de désinformation, voire à des tentatives de coup d'État fomentés de l'étranger, comme ce fut le cas au Chili en 1973. La vague souverainiste ne s'arrête plus aux frontières du Burkina Faso. C'est tout l'édifice colonial en Afrique de l'Ouest qui menace de s'effondrer. Une nouvelle alliance émerge sous les yeux du monde. L'Alliance des États du Sahel, abrégée en AES. Fruit d'un pacte entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, cette coalition ne se contente pas de discours. Elle avance vers une intégration militaire, une défense collective de leurs ressources et surtout une volonté commune de briser la dépendance économique. Cette dynamique rappelle la création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui, en fédérant les intérêts de plusieurs nations, a pu peser sur la scène internationale. Pour la première fois depuis plus de 50 années, ces nations débattent publiquement d'une union monétaire. L'objectif ? Remettre en cause le franc CFA, cette monnaie héritée du colonialisme, symbole du contrôle français sur les économies nationales. Rejeter le franc CFA, c'est proclamer haut et fort que la souveraineté ne se négocie plus. La question d'une monnaie propre, gérée par et pour les Africains, est sur la table. Ce serait une première depuis l'indépendance, un pas décisif vers l'autonomie réelle. À titre de comparaison, la création de l'euro a exigé des décennies de négociations et de compromis, preuve que les enjeux monétaires sont toujours déterminants dans l'affirmation d'une souveraineté. L'Occident regarde cette dynamique avec inquiétude. Si le modèle burkinabé prouve sa viabilité, si l'AES inspire d'autres peuples, la façade ouest-africaine pourrait connaître un basculement historique. Il ne s'agit plus simplement de changement de gouvernement, mais d'un mouvement qui menace de submerger l'architecture néocoloniale patiemment bâtie depuis 60 années. La peur d'un effet domino n'est pas infondée. Il suffit d'un succès pour que la contestation se propage, comme le printemps arabe l'a démontré en 2011. Les alliances traditionnelles chancellent. Désormais, le Burkina Faso et ses partenaires signent des accords stratégiques avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran. L'époque de la soumission automatique à Paris, Bruxelles ou Washington semble révolue. Chaque partenariat est négocié selon l'intérêt concret, sur une base de pragmatisme et de respect dans mutuel. Cette diversification rappelle le mouvement des non-alignés durant la guerre froide, où des pays comme l'Inde ou la Yougoslavie ont su jouer sur plusieurs tableaux pour maximiser leur marge de manœuvre. Les conséquences pourraient bouleverser l'ordre mondial. Si l'AES consolide son projet, l'Occident risque de perdre non seulement son influence politique, mais aussi l'accès privilégié à des ressources stratégiques, or, uranium, coton, pétrole. La chaîne de valeur globale pourrait être redessinée. Imaginons par exemple que l'uranium nigérien, essentiel à l'industrie nucléaire française, ne soit plus vendu aux conditions actuelles. C'est toute la politique énergétique d'un pays comme la France qui serait remise en cause. Un tel scénario n'est pas de la science-fiction.
Il s'est déjà produit en Russie en 2006, lorsque la Géorgie a coupé l'approvisionnement en gaz, provoquant des perturbations majeures en Europe. Le vrai risque? Un réalignement total des économies africaines. L'AES pourrait devenir le pilier d'une nouvelle ère où chaque membre contrôle ses ressources et ses alliances, affranchi de toute tutelle extérieure. Ce n'est plus seulement un rêve d'indépendance, c'est peut-être la chance de réécrire les règles du jeu mondial. Pour l'Occident, cela annonce une nouvelle équation économique où l'Afrique n'est plus la variable d'ajustement, mais un acteur à part entière. Mais cette transformation ne se fait pas sans résistance. Les médias occidentaux s'agitent, les pressions diplomatiques s'intensifient, et sur le terrain, les obstacles sont nombreux. L'ordre ancien ne s'efface jamais sans lutte, et le chemin vers la souveraineté reste parsemé d'embûches. Des campagnes de désinformation sont orchestrées pour discréditer les nouveaux dirigeants. Des sanctions économiques sont brandies, des menaces à peine voilées sont proférées dans les coulisses de l'ONU. Ce scénario s'est déjà vu dans d'autres régions du monde. Cuba, après 1959, a dû affronter un blocus qui dure encore aujourd'hui. Ce tournant historique n'est pas sans provoquer de vives réactions à l'échelle internationale. La suite révélera jusqu'où l'AES et ses alliés sont prêts à aller pour défendre leur nouveau modèle. Certains experts prédisent déjà l'émergence d'un bloc africain capable de peser dans les négociations internationales, à l'image de l'Union européenne ou de l'ASEAN en Asie du Sud-Est. Loin des clichés de chaos, une renaissance s'organise. Là où beaucoup prédisaient tuer la chute du Burkina Faso sans soutien étranger, c'est le contraire qui se produit. Le pays se reconstruit, pierre après pierre, sous l'impulsion de ses propres habitants. Ce processus rappelle celui du Rwanda après 1994, où la reconstruction s'est faite d'abord par la mobilisation locale, avant tout soutien extérieur. Dans chaque ville, chaque village, des écoles rouvrent grâce à l'engagement local. Des enseignants, parfois bénévoles, reprennent les cours pour garantir l'éducation, même dans les zones où l'État semblait absent. Des familles issues de la diaspora, autrefois dispersées, prennent le pari risqué du retour. Elles investissent dans des commerces, des fermes, de modestes infrastructures. Ce retour des compétences, souvent passé sous silence dans les médias internationaux, insuffle une énergie neuve au développement local. À titre d'exemple, la ville de Bobo-Dioulasso a vu le nombre d'entrepreneurs locaux tripler en moins de 2 ans, selon un rapport du ministère de l'économie burkinabé. Sur le terrain, les coopératives agricoles se multiplient. Des groupes de jeunes relancent la culture du mil, du sorgho, du coton. Les quartiers s'y voient fleurir des jardins communautaires, créant de l'emploi et renforçant la sécurité alimentaire. Des femmes comme Fatima, longtemps confinées à l'ombre, prennent la tête d'initiatives collectives. Elles organisent la distribution de vivres, animent des réseaux d'entraide, lancent de petites entreprises artisanales. Leur rôle devient central dans la résistance et la reconstruction. Ce modèle d'organisation de base rappelle les mouvements coopératifs qui ont permis à l'Italie du Nord de se relever après la Seconde Guerre mondiale. Le peuple, longtemps relégué au rang de spectateur, devient acteur de son propre destin. Les volontaires pour la défense de la patrie, que l'on surnomme les VDP, incarnent ce tournant, des citoyens ordinaires, agriculteurs, commerçants, étudiants, qui choisissent de défendre leur village. À l'avant comme à l'arrière, on voit s'ancrer ce sens de la responsabilité collective, ce refus de la résignation. Ce phénomène a aussi été observé au Vietnam lors de la guerre d'indépendance. La mobilisation populaire a souvent fait la différence face à des armées bien équipées, mais déconnectées du terrain. Le patriotisme n'est plus un sacrifice silencieux ou un simple slogan. Il devient un engagement tangible, une solidarité active. La dignité collective n'est plus abstraite. Elle s'exprime dans la rue, sur les marchés, dans les champs, à travers 1000 gestes quotidiens qui consolident la résilience d'un peuple. Dans la région de Kaya, par exemple, des réseaux d'entraide permettent aujourd'hui d'assurer l'accès à l'eau potable pour plus de 10 000 familles, là où les ONG internationales avaient échoué faute de relais locaux. Là où des rapports alarmistes annonçaient l'effondrement, c'est un autre système qui s'écroule, celui de la dépendance institutionnalisée. L'illusion d'une stabilité importée, fondée sur l'exploitation et le pillage des ressources, s'efface. À la place, un modèle autonome émerge, porté par l'ingéniosité populaire. La peur change de camp. Les anciennes puissances redoutent désormais que cet exemple inspire d'autres nations africaines. Comme le disait Thomas Sankara, ancien président burkinabé, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est rater un laboratoire d'émancipation.
car ce qui se joue ici va bien au-delà du Burkina Faso. Tout un continent observe, apprend et découvre que l'autodétermination n'est pas qu'un slogan, mais une réalité concrète et contagieuse. Chaque expérience de réussite locale devient un modèle à suivre pour d'autres villages, d'autres pays. Face à ce bouleversement, la question se pose: comment chacun, comment chaque nation doit-elle réagir? Dans cette nouvelle configuration, rien ne sera plus jamais comme avant. Les choix faits aujourd'hui pourraient tant bien tracer la voie pour tout un continent, et au-delà. Si l'Afrique parvient à se relever, à affirmer son autonomie, à transformer ses ressources en prospérité partagée, qu'est-ce qui nous retient, nous, citoyens du monde, d'en faire autant? Aujourd'hui, le Burkina Faso ne se contente plus de survivre. Il prouve qu'une autre voie, audacieuse, est possible. Là où l'on annonçait le chaos, c'est la souveraineté retrouvée qui s'installe. La peur n'a pas gagné, c'est la dignité qui résonne dans les rues de Ouagadougou, dans les villages du Yatenga, sur les marchés de Dori, dans les universités de Koudougou. Des décennies durant, on a répété que la stabilité africaine dépendait de l'Occident. Pourtant, malgré les menaces, les sanctions et la désinformation, le peuple burkinabé montre qu'il n'a plus besoin de tutelle. Ce pays, autrefois présenté comme fragile, devient un symbole de la résistance populaire. Comme le furent le Ghana de Kwame Nkrumah ou le Vietnam de Ho Chi Minh, le Burkina Faso rejoint le cercle des nations qui osent défier l'ordre établi. Pourquoi ce basculement dérange-t-il autant les anciennes puissances? Parce que la réussite burkinabé met à nu la fragilité d'un système néocolonial fondé sur la dépendance. Un système où quelques décideurs occidentaux pensaient contrôler progrès et sécurité. Voir ce modèle remis en cause, c'est voir des intérêts économiques, monétaires et diplomatiques menacés de s'effondrer. C'est admettre que, peut-être, le récit dominant n'était qu'un mythe au service d'intérêts particuliers. Ne rien faire, c'est laisser perdurer le statu quo, la richesse africaine extraite, l'information filtrée, la voix des peuples étouffée par les récits dominants. Mais agir, c'est rejoindre le mouvement qui, du Sahel à l'Amérique latine, secoue l'ordre établi et réinvente la souveraineté au XXIe siècle. C'est s'inspirer de l'exemple burkinabé pour questionner nos propres modèles de développement, nos dépendances, nos certitudes. Regardez bien, la ruée vers l'or burkinabé ne se limite pas à des lingots ou à des concessions minières. C'est la lutte pour décider qui écrit l'histoire, qui récolte les fruits du travail collectif. C'est aussi la question de la valeur de notre argent, de notre sécurité et du monde que nous transmettrons à nos enfants. Se contenter du récit unique, c'est ignorer la complexité, mais aussi la force d'un peuple qui bâtit sa liberté. C'est oublier que chaque génération a le pouvoir de transformer le réel, de briser les chaînes de la fatalité. Alors que pouvez-vous faire? Interrogez vos sources, refusez l'indifférence, engagez la discussion, partagez vos interrogations, questionnez les discours officiels. Participez dans les commentaires, que vous soyez à Paris, Montréal, Dakar, Bamako, Abidjan ou Bruxelles. Dites-nous d'où vous suivez cette révolution silencieuse. Votre voix compte. Chaque partage, chaque question, chaque prise de conscience brise un peu plus le mur de silence. Soutenez les médias indépendants, relayez les témoignages locaux, encouragez les initiatives citoyennes, car c'est aussi ainsi que l'on construit une information plurielle et honnête. L'Afrique dessine sa propre route. Si le Burkina Faso réussit, ce n'est pas seulement l'avenir du Sahel qui bascule, mais aussi les règles du jeu mondial. Le moment est venu de choisir, rester spectateur ou devenir acteur du changement. Car ce qui commence aujourd'hui au cœur de l'Afrique touchera bientôt chaque citoyen, chaque nation, chaque foyer, bien au-delà des frontières du continent. À vous de faire entendre votre choix. La renaissance d'un continent est en marche. Allez-vous regarder passer l'histoire ou y participer?